Bienvenue dans cette soirée consacrée à un thème qui est pas particulièrement, enfin que je trouve pas particulièrement sexy ou attrayant. Donc bravo d'avoir renoncé à un lundi soir palpitant. Comme d'habitude, vous pouvez écouter comme vous voulez écouter. Vous pouvez écouter dans n'importe quelle position, les yeux ouverts ou fermés. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Mon idée, après on verra si ma légendaire gestion du temps permettra qu'elle se réalise, c'était de commencer par vous parler de la concentration, ensuite d'appliquer ce que je vous aurais dit dans une méditation, mais j'y crois qu'à moitié, de finir par des questions. On verra. Alors, pour parler de la concentration, d'abord une définition toute simple de ce que ça veut dire sur le plan méditatif. Attention soutenue dans le temps sur un objet, simplement. Donc c'est pouvoir porter son attention sur un objet de façon continue, de façon soutenue. Et c'est un mot qui n'est pas le meilleur pour décrire cette qualité-là d'attention. C'est peut-être les limitations de la langue. J'aime bien parler de stabilité, de recherche de stabilité, ou dans les langues comme la langue pali, qui est la langue des textes bouddhistes, dont on s'est le plus inspiré pour construire un cadre théorique autour de la pleine conscience laïque. Les mots utilisés pour la concentration renvoient à une idée aussi d'unification de l'esprit autour de quelque chose, de rassemblement, un esprit qui est rassemblé autour de ce qu'il est en train d'observer, qui n'est pas dispersé, c'est le contraire de la dispersion ou de l'éclatement. Et en fait, ça peut renvoyer à deux choses différentes, le mot concentration. En méditation, on peut parler d'un type de pratique. On parle de méditation de concentration, qui est une des directions qu'on peut donner à notre attention. On peut concentrer notre esprit, on peut le tourner vers des qualités comme la bienveillance ou la gratitude ou le contentement qui nous feront du bien, donc cultiver les états d'esprit spécifiques, ou on peut être dans l'observation de ce qui vient. C'est ce qu'on appelle l'attention ouverte. Donc c'est trois directions différentes qu'à tout moment on peut utiliser. Parfois on aura besoin de concentrer son esprit sur quelque chose, parfois on aura besoin de cultiver un état d'esprit spécifique qui nous fera du bien, et parfois on aura besoin d'être simplement dans l'observation de ce qui vient, tel que ça vient. Ça c'est une des deux choses, et l'autre chose, c'est une qualité de notre attention, d'être concentré, la concentration. Donc c'est une pratique méditative spécifique, mais c'est aussi une qualité de notre attention. On peut être en train de pratiquer la bienveillance et être concentré ou pas concentré. On peut être en train de pratiquer l'attention ouverte et être concentré ou pas concentré. Et on peut être en train de pratiquer une méditation de concentration, par exemple sur la respiration, et être concentré ou pas concentré. Donc c'est aussi cette qualité de notre esprit. Spécifiquement, ça veut dire que on fait l'expérience de cette continuité et de cette stabilité dans ce qu'on est en train de faire, que ce soit la bienveillance, que ce soit l'attention ouverte ou la centration sur la respiration. Voilà pour les définitions. Maintenant, en tant que pratique méditative, pourquoi pratiquer des méditations qui concentrent notre esprit ? C'est pas une question absurde parce qu'on voit immédiatement l'intérêt de pratiquer de la bienveillance, par exemple. Si on peut encourager, cultiver, ou quand on a de la chance, générer un état d'esprit agréable et qui nous fait du bien, ça semble intéressant. Pour l'attention ouverte, c'est un peu la même chose. Si on peut prendre conscience, par exemple, d'une émotion difficile ou d'une douleur de telle manière qu'on va minimiser les ruminations et les conséquences
de ce moment désagréable, ce qu'on fait avec la pleine conscience de ce qu'on vit, l'intérêt est aussi immédiat. C'est moins évident finalement. Pourquoi est-ce qu'on s'obstinerait à observer sa respiration et à revenir à sa respiration et à revenir à sa respiration? Alors, évidemment, il y a plein de bénéfices qu'on remarque dès qu'on s'y met, mais quand même, pour les expliciter, une première vertu de la pratique de concentration, c'est que c'est un entraînement pour tout le reste. Si on prend l'habitude, si on découvre ce que c'est que de rester centré sur la respiration, c'est plus facile de rester centré sur ce qu'on est en train de faire dans la vie quotidienne, de continuer à écouter le collègue qui présente quelque chose au colloque, de rester en attention ouverte, de rester centré sur la phrase qu'on prononce dans la méditation de bienveillance. Donc, on développe une capacité générale à rester présent au travers d'une méditation de concentration. C'est évidemment aussi un préliminaire presque indispensable à l'attention ouverte. C'est très compliqué de commencer une méditation d'attention ouverte si on n'a pas commencé par concentrer l'esprit sur un objet. En tout cas, c'est compliqué. Maintenant, il y a aussi un intérêt à la méditation de concentration face à la souffrance psychologique ou physique, c'est la distraction que ça représente. Et je pense que c'est une des plus grandes forces de ces pratiques méditatives. Si vous êtes pris dans un torrent émotionnel, si vous êtes confronté à une douleur physique aiguë, il y a un moment où vous avez envie de penser à autre chose et où vous avez de la peine à penser à autre chose parce que votre attention est attirée par la douleur, par la rumination anxieuse ou colérique ou dépressive. Et la respiration ou tout autre objet de concentration vous permet de penser à autre chose. Et ça permet à votre esprit de respirer un peu, de laisser aussi l'intensité de ce que vous êtes en train de vivre se tasser, s'abaisser, pendant que vous vous tournez vers un objet de méditation. C'est ce qu'on fait dans la manière dont on vit les stress qu'on a, que vous avez pratiqué il y a plus ou moins longtemps dans la séance 4 du cours, où on repense à un moment désagréable et alors il y a une part d'observation de type plutôt pleine conscience, attention ouverte, où on nomme l'émotion, on observe la sensation qui correspond à l'émotion dans le corps, mais il y a aussi un moment où on se centre sur la respiration pour donner de l'espace pour que notre esprit se tranquillise, pour qu'on puisse sortir de cet état de stress physiologique et psychologique et pouvoir ensuite penser à autre chose ou prendre une décision appropriée pour réagir, répondre à la situation stressante. Donc, une distraction, un moyen de tranquilliser son esprit, et dans la même direction, fabriquer du calme, fabriquer de la tranquillité. La respiration, elle est parfois intéressante, parfois profondément ennuyeuse, mais elle est calme. Elle permet de fabriquer du calme. Et quand on a envie de calme, c'est délicieux. Quand on n'a pas envie de calme, ça peut être ennuyeux. Ça dépend un peu de la relation qu'on a avec cette recherche-là. Et ça peut aussi être une sorte de plaisir de concentrer son esprit. Un esprit qui est concentré sur un objet, il est pas complètement neutre en termes de plaisir ou déplaisir, c'est subtilement agréable d'être concentré. Et parfois, ça fait vraiment du bien de se sentir centré, d'avoir un esprit unifié plutôt que dispersé. Donc c'est aussi un bien-être qu'on peut rechercher avec ces pratiques méditatives. Et je sais que pour moi, la méditation de concentration sur un objet, sur la respiration, a jamais eu autant de sens ou d'importance que quand j'arrivais pas à m'endormir et que j'étais un insomniaque chronique et que c'était pour moi un refuge. Je me couchais, avant même de m'être couché, j'avais peur de pas m'endormir. Donc,
je ne m'endormais pas. Et de me centrer sur la respiration, ça me permettait vraiment de ne plus être occupé par les pensées de rumination anxieuse sur le sommeil et de fabriquer un état différent de cet état de tension et de rumination, qui était un état de calme induit par la centration de mon esprit sur un objet. Et quand on vit quelque chose de désagréable, la concentration sur un objet, c'est un truc finalement relativement simple à faire. On n'a pas besoin de se demander comment est-ce que je fais face à ce que je suis en train de vivre. On peut juste se dire, je vais penser à autre chose. Mais à autre chose qui n'est pas une plaque de chocolat, une bouteille de whisky, une série sur Netflix ou tout le reste. Donc quelque chose qui est quand même plus intéressant parce que ça constitue pas vraiment une fuite, mais plutôt un changement volontaire de l'état dans lequel on se trouve par une pratique méditative. Et pour moi, face à l'insomnie, c'était prodigieux parce que je décidais, et je vous encourage vraiment si vous êtes parfois insomniaque à le faire, je décidais fermement que j'allais méditer toute la nuit. Et j'échouais lamentablement en m'endormant. Mais il n'y a que comme ça que ça marche. Si on décide qu'on va s'endormir parce que la méditation nous aura permis de nous calmer, ça va foirer. Donc, il faut décider de méditer toute la nuit. Et une fois qu'on a pris cette décision et qu'on l'accepte pleinement, et qu'on accepte l'éventualité de ne pas dormir du tout, mais de méditer toute la nuit, le problème est plus ou moins réglé. Après, ça se joue en nombre d'heures de sommeil qu'on obtiendra, mais un état de relatif repos, on le trouvera ou avec la méditation ou avec le sommeil, ce qui est infiniment mieux que toutes les alternatives. J'ai appris ce truc à ma fille. Alors, je sais pas si... Déjà, je suis pas la personne compétente pour lui enseigner à méditer. Mais j'ai pas voulu la mettre dans un cours de méditation sous le fallacieux prétexte que j'en fais et que j'en enseigne. Mais elle est venue une ou deux fois, elle n'arrivait pas à dormir après avoir vu un épisode d'une série, d'un dessin animé. Et pourquoi les dessins animés existent-ils? Qui l'avait stressée. Et du coup, je lui ai montré comment elle pouvait sentir sa respiration et compter ses respirations dans l'espace entre deux respirations. Donc elle a 7 ans maintenant. Et elle a gardé l'idée, en tout cas, quand elle n'arrive pas à dormir. Et puis, elle vient souvent vers moi le matin pour me dire « Je suis à peine arrivé jusqu'à 4 respirations. » Et après, je me suis endormi. Alors, je ne sais pas si elle frime. Je ne sais pas si elle veut impressionner son papa. Mais en tout cas, c'est une technique qu'on peut enseigner à des enfants. Et c'est finalement la chose la plus simple. Là aussi, en termes techniques, les pratiques de concentration, il n'y a rien de plus simple. L'instruction est simple. Pense à quelque chose et ne pense à rien d'autre. Et continue d'y penser. Comment pratique-t-on la méditation de concentration? La respiration est un objet, mais finalement, il y en a plein d'autres. Les phrases de bienveillance qu'on utilise, je classe pas ces méditations dans la concentration parce qu'il y a une attitude qui va avec et que j'accorde plus d'importance au développement de l'attitude bienveillante qu'à la phrase en tant qu'objet de méditation. Mais quand vous pensez, pour les personnes qui connaissent, à la méditation transcendantale, où on répète une phrase en boucle et où l'objet de la méditation est vraiment la phrase, on peut tout à fait prendre une phrase comme objet de méditation. Et ça peut marcher assez bien parce que ça remplit la tête. Et c'est quelque chose qui a un rythme, comme la respiration a un rythme. Et il y a beaucoup de personnes qui se tranquillisent à l'aide d'une phrase ou de mots qui vont répéter en boucle. La méditation marchée, on peut l'apercevoir comme une méditation de concentration avec ces pas qui se suivent et qui permettent aussi d'avoir toujours le même objet au centre de l'attention. Tout ce qu'on peut observer de façon continue. Et maintenant, qu'est-ce qui aide à se concentrer et qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Première chose, il faut admettre que c'est largement hors de notre contrôle. Et c'est déjà un grand pas quand on admet ça.
accepter qu'il y a des moments où la concentration est là et on ne sait pas pourquoi, et il y a des moments où elle n'est pas du tout là alors qu'on cherche très très activement à la faire venir. Ça nous échappe, point 1, et point 2, on n'est pas du tout les observateurs fiables d'à quel point on est concentré et d'à quel point on ne l'est pas. Et on ne peut pas savoir si on est plus ou moins concentré que la personne à côté de nous en train de méditer dans la même salle. On ne sait pas si le jour où on avait l'impression d'être super distrait, c'était un jour où on était super distrait ou c'était un jour où on était super critique de la moindre distraction qu'on pouvait percevoir. Et on ne sait pas. Donc il y a une espèce d'humilité ou de suspension de jugement par rapport à ça. On ne sait pas à quel point on est concentré, on ne sait pas vraiment évaluer ça, et ça nous échappe en grande partie. Un autre élément important, c'est le temps. Et à l'époque où les applications concurrentes se vendent en affirmant que 5 minutes par jour suffisent, je ne vais pas dire que ça suffit pas en tapant du poing sur mon pauvre banc, parce que ce serait pas vrai, c'est déjà très bien 5 minutes par jour, et Dieu sait que j'ai souvent dit à la dernière séance, une façon de continuer à méditer sans trop de problèmes sur le plan motivationnel, c'est de se dire, je vais le faire au moins 5 minutes par jour, et éventuellement plus, mais de se tenir à quelque chose de simple. Mais plus long, c'est plus bon. Et c'est particulièrement vrai pour la concentration. Si vous méditez 10 minutes, il y a peu de chances que vous ayez un état de concentration stable, vraiment profond, durable. Si vous méditez pendant 60 minutes, il y a beaucoup de chances pour que vous fassiez l'expérience d'un moment où vous vous sentez, en tout cas subjectivement, très bien concentré sur votre objet. Je prenais souvent la métaphore de la boule à neige, ou ces boules souvenirs en verre qu'on secoue. Et au début, il y a beaucoup de neige, et après un certain temps, ça se tasse, ça se sédimente. Et c'est ce qui se passe avec notre esprit. Si on commence à méditer sur la respiration, souvent, après 10, 15, 20 minutes, on a le sentiment qu'on passe un palier, et parfois après 30, ou après 40, ou après 50, on a l'impression qu'on en passe un autre. Donc, c'est plus facile avec plus de temps. Encore une fois, méditer pas longtemps, c'est bien, et ça apporte quelque chose. Mais c'est intéressant de faire l'expérience de méditation plus longue pour pouvoir comparer ce qu'on peut y vivre. Un élément important pour obtenir autant que possible un état de concentration, c'est la détente corporelle. Et ça, on le fera tout à l'heure ensemble. Un corps détendu, c'est comme une espèce de facilitateur pour que la concentration se manifeste, pour que l'attention se stabilise. C'est pas une nécessité. Et particulièrement si je me rappelle de l'insomniaque que j'étais, on peut être tendu comme c'est pas permis et avoir un esprit relativement concentré. C'est pas nécessaire, mais c'est facilitant. Parlant de détente, il y a aussi un réglage, un accordage comme pour la guitare, entre la corde qui est trop tendue ou trop détendue, l'excès de tension physique ou l'excès de volonté, le je veux rester concentré sur ma respiration, sont un problème pour la concentration. Ça va pas nous aider. L'excès de détente physique, à part quand on s'endort, c'est pas évident. Par contre, que ce soit un problème. Par contre, au niveau de l'attitude, même si c'est pas populaire, la complaisance et la paresse en méditation existent aussi. Et si on n'a pas conscience que ça existe aussi, on risque de louper des possibilités d'être dans sa méditation de façon satisfaisante. Parce qu'il y a beaucoup, et je le vois aussi dans mon cours que c'est le plus important, il y a beaucoup de messages qui visent à libérer un petit peu les personnes qui apprennent à méditer des jugements très sévères qu'elles ont envers elles-mêmes.
Et c'est de loin le plus important, parce que c'est le truc énorme. La première semaine d'un MBSR, il y a peut-être 60% des personnes pour qui ça prend une place énorme, ce jugement sur j'y arrive pas, je suis pas en train de le faire comme il faudrait, je devrais être plus. Alors après, quand on a acquis beaucoup de sagesse et d'expérience comme vous, on peut donner l'autre moitié de la vérité, qui est qu'on peut aussi être trop cool. Et ça m'arrive certains matins de me centrer sur ma respiration, et de dire oh, j'ai pensé à autre chose, je me recentre. Et parfois c'est tellement mou, ma décision de me recentrer, je suis tellement profondément dans l'acceptation de tout ce qui pourra m'éloigner de la respiration, que c'est moins bien, parce que je me recentre pas autant que je le pourrais et aussi rapidement que je le pourrais. Et du coup, au final, ce sera moins satisfaisant aussi, si on a une attitude trop relâchée. Donc il y a toujours... Et c'est un réglage qui est jamais acquis, c'est toujours quelque chose qu'on va sentir sur le moment. Est-ce qu'on a besoin de plus de détente, de plus se laisser vivre, ou est-ce qu'on a besoin de resserrer un petit peu, en tout cas notre envie de rester centré sur cette respiration, de mettre un peu plus de volonté dans ce qu'on est en train de faire? Ça dépend vraiment des moments et des personnes. Une détermination détendue. Voilà, l'idéal. Un état d'esprit déterminé à rester centré, mais de façon détendue, et bienveillante et curieuse. C'est plus facile d'avoir un rapport satisfaisant à l'objet si on l'apprécie. Et je vous propose de prendre une position méditative, assise, et quelques respirations. Avant tout pour laisser le corps se détendre. Au moment de l'expiration, tout ce qui a besoin de se détendre, à la surface de la peau, au niveau musculaire ou même à l'intérieur, tout ce qui peut se détendre a la liberté de le faire avec chaque expiration. Et en portant votre attention sur la sensation de la respiration, cette expansion et ce relâchement, là où la sensation est la plus présente, et pour apprécier la respiration, commençant par vous focaliser sur l'inspiration,
Au moment de l'inspiration, concrètement, physiologiquement, votre corps se nourrit. Et c'est quelque chose qui est évident quand vous avez fait une marche en montagne et que vous arrivez au sommet de la montagne et que vous prenez une inspiration et que vous sentez que votre corps a besoin de cet air et qu'il va s'en nourrir. Aussi évident souvent quand on nage, quand on prend de l'air, cette perception quoi. Le corps est en train de s'alimenter. Et on peut éprouver une forme de satisfaction, de plaisir dans la sensation de l'inspiration quand on prend conscience de ce corps qui se nourrit de l'air dont il a besoin. Prenons conscience à chaque fois que votre corps inspire de la sensation de l'inspiration et de ce corps qui se nourrit en inspirant. Comme si vous pouviez savourer, déguster chaque inspiration. Et en ajoutant dans la conscience de l'expiration le constat de la réalité corporelle au moment de l'expiration, c'est un moment de détente. C'est un moment de relâchement, les épaules s'abaissent un peu, les muscles se relâchent au niveau de la poitrine, dans la région abdominale, dans le dos parfois, en appréciant avec chaque inspiration ce corps qui se nourrit et avec chaque expiration ce corps qui se détend. En ajoutant un élément de curiosité ou d'émerveillement. Au moment où vous sentez l'inspiration, vous ne savez pas à quoi ressemblera cette sensation. Cette inspiration-là, vous ne savez pas non plus combien de temps elle durera. Au moment de sentir l'expiration, vous ne savez pas comment sera cette sensation exactement. Vous ne savez pas combien de temps elle durera. Et dans l'espace entre deux respirations, là aussi, comment sera le corps entre deux respirations. En ajoutant cette attitude de ne pas savoir, de se laisser surprendre avec curiosité par ce que le corps va vous proposer.
Pour qui est-ce que l'idée de ce que l'inspiration et l'expiration peuvent avoir d'agréable en soi, de subtilement agréable, pour qui est-ce que ça avait un écho, une réalité? Vous pouvez lever la main, que je me fasse une idée. Okay. Parce que ce n'est pas nécessairement le cas, et je n'aimerais pas laisser entendre que ça devrait être le cas. D'autant que ça varie beaucoup aussi en fonction de l'état de la respiration au moment où on l'observe. Il y a des respirations qui sont plus ou moins objectivement agréables à vivre et à observer. Alors, c'est possible que ça puisse favoriser l'établissement de votre attention sur la respiration, cette perception-là. Sachant que si on en faisait le centre de ce qu'on observe, il y aurait aussi le risque de prendre la direction d'une méditation où on cultive une relaxation ou une détente plutôt qu'une stabilité de l'attention. Mais c'est une idée qui peut être intéressante à introduire, surtout quand le rapport à la respiration est peut-être de neutre à désagréable ou ennuyeux, et que d'ajouter cet élément-là qui correspond à une réalité physique, puisque c'est vrai que le corps absorbe quelque chose à l'inspiration, et c'est vrai qu'il a tendance à se détendre à l'expiration. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez introduire. Je ne sais pas s'il y a un commentaire par rapport à ça, une question. Ouais. Sur pour qui est-ce que l'idée de ne pas savoir a été une aide, cette curiosité sur à quoi ressemblera celle-ci, à quoi ressemblera celle-là. Parfois, cette idée-là, et je ne voulais pas rallonger en l'ajoutant, elle est plus intéressante si on se demande aussi à quel moment on sera, si on prend aussi conscience qu'on ne sait pas à quel moment on sera distrait, ni par quoi on sera distrait, et qu'il y a une attitude générale de je ne sais pas à quoi ressemblera cette respiration, je ne sais pas combien de temps elle durera, et je ne sais pas après combien de temps je serai distrait. Et où là, on a cette espèce de curiosité qui peut aiguiller un petit peu notre attention, la rendre plus vigilante aussi. Le point suivant, c'est peut-être le centre de l'expérience de la concentration, de la stabilité, c'est la continuité. C'est-à-dire avoir l'expérience dans votre rapport à la respiration de quelque chose de continu, que chaque instant soit habité par votre attention un instant après l'autre. Et c'est pas du tout évident parce que souvent il y a des trous dans notre continuité. Et ces trous sont souvent, pour beaucoup de gens, toujours au même moment. Typiquement, vous inspirez et vous avez pleinement conscience de l'inspiration, vous expirez et vous avez pleinement conscience de l'expiration, et là, quelque chose en vous se dit « Ok, c'est fait, une respiration ». Et peut-être aussi quelque chose en vous se dit « C'est un peu ennuyeux parce que là, je suis entre deux respirations et il ne se passe rien. Je sens vaguement ma région abdominale, je sais qu'elle existe, mais elle n'est pas en train de se gonfler, elle n'est pas en train de se dégonfler, il n'y a pas grand-chose. Pensons donc plutôt à autre chose. » Et souvent, l'espace entre la fin de l'expiration et la prochaine inspiration est un moment parfait pour décrocher. Parce que vous n'avez pas cette intensité de sensation. C'est un peu plus tranquille, donc on a un micro-moment d'ennui et on pense à autre chose. Donc, que chaque moment fasse partie de votre observation de la respiration, y compris quand il ne se passe rien. Et on va travailler ça aussi en position assise. Quelques expirations pour laisser le corps se détendre.
et en prenant conscience de chaque respiration, avec une attention particulière à la phase de l'inspiration. Comment se passe exactement chaque inspiration? Le début, le milieu, la fin. Avec une attention particulière au passage de l'inspiration à l'expiration. Comment est-ce que ça se passe exactement pour vous? Avec une attention particulière à l'expiration, le début, le milieu, la fin, qu'est-ce que c'est exactement que cette sensation? Avec une attention particulière à la transition, à l'espace entre la fin de l'expiration et le début de la prochaine inspiration. Avec une conscience de toutes les phases de chaque respiration. En essayant une variante à la fin de l'expiration, avant la prochaine inspiration, prenant conscience du contact des fesses avec le coussin ou le banc. Dans l'attente du moment où l'inspiration se produira. Inspiration, expiration, contact, inspiration,
Et une autre manière complètement différente de faire l'expérience de cette continuité. Prenons conscience de l'endroit dans le corps où vous sentez le mieux la respiration. Et en faisant de cet endroit le centre de votre attention, ce n'est pas vraiment la respiration que vous observez, c'est cette partie du corps où la respiration est présente. Et comme dans un body scan, en gardant votre attention centrée sur cet endroit-là dans le corps, pendant l'inspiration, pendant l'expiration, entre deux respirations, mais c'est l'endroit lui-même qui est votre objet de méditation. Observons comment il change au rythme de la respiration, instant après instant. Est-ce que qui parmi vous a l'impression que votre attention a plus tendance à voyager à certains moments de ce cycle de la respiration qu'à d'autres? Pour qui c'est plus à un moment qu'à un autre? Pour qui ça semble être indifférent? Okay. Pour qui est-ce que de porter l'attention au contact des fesses avec le coussin était quelque chose de facilitant en termes de continuité de l'attention? Ok. À peu près aussi une bonne moitié. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça répond parfois à ce besoin d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, en termes de sensation, en termes d'intensité de sensation. Un autre intérêt parfois de le faire, c'est que ça peut remettre du naturel dans le rythme de la respiration. Vous êtes un peu dans l'attente du moment où l'inspiration viendra en portant votre attention sur autre chose. Donc vous êtes moins ou pas en train de contrôler le rythme de la respiration. Peut-être en tout cas moins que parfois si on se centre tout le temps sur elle. Cette continuité, et c'est important de mettre les deux choses en relation, même si sur ma feuille c'est juste une flèche, donc je ne sais pas très bien comment je vais l'exprimer. Mais en observant, en cultivant la continuité de l'attention, on prend conscience de l'impermanence. Parce que vous prenez conscience de cette inspiration qui se développe, qui change, il y a une phase d'inspiration qui change, qui se transforme en expiration. À la fin de l'expiration, il y a ce moment de calme avant la prochaine. Donc vous avez conscience du changement instant après instant dans la conscience du corps en lien avec la respiration, quand vous avez une continuité. Et c'est une première façon d'être en lien avec l'impermanence qui est vraie pour tout ce qui nous arrive, pour les sensations, pour les pensées, d'observer comment les choses changent et comment elles passent. La respiration est une espèce de modèle pour ça. Quand vous avez observé la respiration changer et passer, vous devenez plus capable d'observer une bouffée d'anxiété changer et passer aussi, parce que vous savez comment on fait pour garder une attention soutenue sur quelque chose qui change et qui passe et qui revient et qui repasse. Et quand on observe l'impermanence, on cultive la continuité aussi. Donc à partir du moment où vous prenez conscience, par exemple, d'un moment d'anxiété et que vous tournez votre attention vers les sensations corporelles, comme on vous a dit de le faire dans le cours, vous appliquez la technique, et que vous observez
comment cette sensation change, ça vous mettra aussi en état de cultiver une continuité dans votre attention. Donc les deux choses sont vraiment liées. Quand on se préoccupe d'observer l'impermanence, comment les choses changent et passent dans notre perception, ça nous permet aussi de cultiver une continuité, une stabilité de l'attention et vice-versa. La note mentale, je voulais la mentionner, juste brièvement, c'est toujours un instrument possible. De noter lever ou inspire quand on sent l'inspiration, baisser ou expire quand on sent l'expiration, corps ou toucher entre deux respirations, et de compter. Généralement, ce que je recommande, c'est dans l'espace entre la fin de l'expiration et la prochaine inspiration, de compter les respirations si on veut le faire. C'est à la fois une aide pour stabiliser l'attention et à la fois une source de distraction possible. Et ça s'automatise après un certain temps, on le fait sans en avoir conscience, donc ça nous aide pas tout le temps, ça nous aide un certain temps. Particulièrement quand on en a besoin, quand on a vraiment besoin de rapidement trouver une forme de stabilité. Et on peut le laisser tomber ensuite. Et tous ces trucs un peu cerveau gauche que je vous ai donnés, c'est-à-dire découper la respiration en rondelles et l'envisager de différentes manières, c'est intéressant, mais parfois c'est aussi intéressant de revenir à quelque chose de plus simple et d'alterner entre les deux états d'esprit. On peut s'intéresser à chaque détail et ça peut nous aider, ou on peut se laisser respirer et observer ce que c'est qu'un corps qui respire et se limiter à ça. Et parfois c'est l'instruction qu'on a besoin de se dire à soi-même. Laisse-toi juste respirer et sens ce que c'est que ton corps est en train de respirer. Pour pas se perdre dans ces aspects techniques. Maintenant, une des difficultés avec la recherche de stabilité et de concentration, ce sont les distractions. Et l'essentiel, c'est de ne pas s'en faire des ennemis, de ne pas les constituer en tant que problème, mais de les intégrer dans ce qu'on observe. Donc, quand on médite sur la respiration, on médite toujours sur la respiration et sur tout ce qui va nous en éloigner. Et on médite sur ces deux choses-là, on médite pas que sur la respiration. Si on se limite à méditer sur la respiration dans sa tête, on induit une espèce de réaction de frustration ou de rejet à chaque fois qu'on réalise qu'on a pensé à autre chose. Alors que ces moments font vraiment partie de la méditation aussi. C'est vrai quand c'est juste une pensée, et c'est vrai aussi quand c'est un état. On avait parlé des 5 obstacles, qui sont une vieille liste de la philosophie bouddhiste qui est toujours d'actualité. L'agitation, la somnolence, l'envie de quelque chose, ou le rejet de quelque chose, ou le doute. Et parfois, on a juste une pensée, une petite bouffée d'anxiété, une rêverie, une chose à ne pas oublier, et on revient à la respiration, et parfois on a l'impression d'être dans un état d'agitation, un état de rejet de quelque chose qui nous énerve, qui nous convient pas. Et quand on est face à un état, quand on est face à une pensée, on l'observe avec curiosité, on se recentre, et quand on est face à un état, quand on se sent vraiment depuis un certain temps dans la méditation occupé par le même genre de choses, le même genre d'émotions ou d'état d'esprit, ça peut être intéressant de se poser la question comment cet état de frustration, de tension, d'anxiété, d'envie d'autre chose, d'agitation, comment est-ce qu'il se manifeste dans mon corps, et de porter l'attention aux sensations et d'observer comment elles changent, comment elles évoluent, et de se recentrer seulement après quelque temps sur la respiration, mais de prendre le temps d'explorer cet état-là et de l'intégrer à ce qu'on est en train d'observer. Et il y a plusieurs niveaux d'observation des distractions. Et c'est vraiment à vous de choisir lequel vous convient le mieux. On peut limiter au strict minimum, c'est-à-dire quand on réalise qu'on est distrait, on dit « Ah, c'était quoi? C'était ça ». Ou parfois même, ne même pas se dire « Ah, c'était quoi? C'était ça ». Tout de suite se recentrer sur la respiration dès qu'on réalise qu'on était distrait. Ou on peut rester centré un peu plus longtemps sur ce qui nous a éloigné de la respiration jusqu'à ce qu'on ait le sentiment d'en avoir fait le tour et se recentrer seulement après. Et les deux options sont possibles parce que les deux vous permettent d'avoir un moment de pleine conscience continue. Donc si vous avez une pensée qui vous éloigne, vous pouvez juste la nommer ou la reconnaître et revenir, ou vous pouvez aussi vous dire « Bon, je vais continuer à observer ce que c'est que cette pensée
jusqu'à ce qu'elle se dissolve ou jusqu'à ce qu'elle m'intéresse plus. Et je me recentrerai ensuite sur la respiration. C'est un des droits fondamentaux de la déclaration des droits fondamentaux du méditant. Restez concentré sur quelque chose qui n'est pas l'objet de méditation aussi longtemps que vous voulez, tant que c'est au service de votre pleine conscience, tant que vous restez en pleine conscience de cette pensée, de cette sensation, de cette émotion, de ce son qui a attiré votre attention. Ok, vous en savez assez. Alors, je vous propose, et je suis sûr que ça vous fera du bien, de commencer, puisqu'on en a parlé, par un moment de détente corporelle en position couchée. C'est pas une obligation, la position couchée, mais c'est une option. Et en laissant le corps se détendre. On va partir du principe que, tout en ne recherchant pas le sommeil, on ne va pas le craindre. Accorder au corps toute la détente qu'il peut trouver en position allongée, en le laissant se stabiliser, se relâcher. Un corps qui peut être un peu plus lourd avec chaque expiration, la sensation de contact avec le sol. Prenons conscience de la respiration, là aussi peut-être avec une nuance de prise de conscience de la tendance qu'aura le corps à se détendre avec chaque expiration. En portant l'attention sur les pieds, pied gauche et pied droit, et en prenant conscience des pieds, peut-être en respirant dans la conscience des pieds, là aussi, leur offrant la possibilité de se détendre à l'expiration, s'ils en ont besoin, avec chaque expiration. Une attention curieuse avec une nuance, une coloration d'encouragement à la détente. Les pieds.
les mollets et tibias, les genoux, les cuisses, le bassin, aussi de l'espace pour que l'intérieur du bassin se relâche, les muscles, les sensations à l'intérieur. Le dos, le bas du dos et le haut. Le ventre, la région abdominale, la poitrine, la cage thoracique, les mains et les bras, des bouts des doigts jusqu'aux épaules. Et cette même qualité d'attention pour les sensations à l'intérieur de la cage thoracique, à l'intérieur de la cavité abdominale, laissant l'intérieur être découvert et peut-être se détendre à l'expiration.
la nuque, le visage, la tête dans son ensemble et aussi l'intérieur de la tête. Pourquoi pas? Cette qualité d'attention curieuse qui laisse aussi la place à la détente, si elle est nécessaire. En prenant conscience du corps entier, et avec cette attitude bienveillante pour le corps, pour une tranquillité, prenant tout le temps nécessaire pour passer de la position allongée à une position de méditation assise. Avec chaque geste, un geste conscient et aussi respectueux du corps, de son rythme, de ses besoins, une attention au corps.
Avec chaque expiration, laissant la possibilité à la posture d'être encore un peu plus détendue. Est-ce qu'on peut cultiver une posture lucide qui exprime la lucidité tout en faisant le moins d'efforts possible? Prenant conscience des jambes et des pieds, sensation de contact. Et là aussi, l'espace de quelques respirations avec chaque expiration, la possibilité pour les jambes, pour les pieds d'aller vers plus de relâchement, plus de détente. Simplement une possibilité. Le bassin, le dos, le ventre, la cage thoracique, les mains, les bras, les épaules qui se détendent à l'expiration, la nuque, le visage, la tête, le corps entier. Et sans effort particulier, laissant votre objet de méditation occuper l'espace, se révéler à votre attention, cette sensation de la respiration. Comment est-elle ?
en appréciant cette sensation dans ce qu'elle a d'agréable, de neutre ou même de désagréable, en la connaissant et en l'appréciant pour ce qu'elle est en ce moment. Et en cultivant cet état d'attention continue à la respiration et à tout ce qui va vous éloigner de la respiration, cette grande curiosité, une continuité instant après instant, respiration après respiration, de la manière qui vous convient le mieux.
Et si quelque chose vous éloigne de la respiration, si quelque chose d'autre attire votre attention, en faisant l'expérience d'observer cette distraction avec curiosité un peu plus longuement. Et la respiration est toujours là. Chaque respiration peut devenir un moment de calme. Curiosité, est-ce que cet esprit rassemblé sur un seul objet, est-ce que c'est agréable, cette qualité d'esprit-là? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est agréable? Comment est-ce que c'est pour vous? Accordez-vous quelques respirations conscientes et en prenant conscience de cette nature agréable ou neutre. Et il y a quelques minutes pour les questions, problèmes, observations, découvertes, cris de révolte et ululements sauvages.